Il avait quoi peut-être tic-tac mon gars frère. TDI hein. TDI. TDI c'est trop froid. Allez on prend un taxi là. C'est ta tiens. Photo. Tu nous ramènes ou quoi? Tu nous ramènes, vas-y on y va là. Tu nous ramènes. Je peux pas, c'est italien, c'est pas fiable. C'est pas, c'est une Lancia. C'est quoi c'est italien? Comment ça c'est pas fiable? C'est de la merde, vas-y, non laisse béton. Ouais toujours en panne, de la merde, la taupe, vas-y. Polo. Je viens du fond de l'Italie et j'ai la raison de mon pays. Italien jusque dans la peau de la peau. Je suis vital et je le reste, dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Salut les petits garagistes et bienvenue une fois encore pour un nouvel épisode du Petit Garage. Aujourd'hui sortez la gomina, les mocassins, les Ray-Ban et la cassette d'Italo Disco. On vous emmène en balade dans une italienne bien méconnue, la Lancia Prisma. Et qu'est-ce que c'est qu'une Prisma en fin de compte? Eh bien c'est une berline tricorps apparue en 1982 sur la base d'une Lancia Delta et donc d'une Fiat Ritmo qui remonte respectivement à 79 et à 78. Elle a été dessinée par le même homme que la Delta évidemment, l'incommensurable Giugiaro. D'après les essayeurs de l'époque, la voiture était une fabuleuse automobile premium, comme on pourrait dire aujourd'hui, aux qualités routières exceptionnelles. Et ça tombe bien, pour les spots publicitaires, quoi de plus premium que la participation de la grande Catherine Deneuve. Pour l'anecdote, le big boss de Fiat à l'époque, Gianni Agnelli, était aussi un amateur du modèle, et s'était fait préparer une petite Prisma 2 litres turbo 200 chevaux, pas piqué des hannetons, je ne vous dis que ça. D'ailleurs, de sa volonté, il la voulait d'apparence identique à la 1 litre 3, avec sa couleur la plus répandue en Italie, le bleu diplomatique. Et honnêtement, je ne vois que deux solutions pourquoi du comment. Soit sa femme ne voulait pas de voiture sportive à la maison et c'était la seule manière de lui dissimuler, soit c'est un gros farceur ce Gianni et il aimait surprendre les grosses routières sur voie rapide. Pour nous autres clients communs du mortel, pas de 2 litres turbo de 200 chevaux, mais la Prisma proposait de toute façon une large palette de moteurs, allant du 1378 chevaux jusqu'au 2 litres à 4 roues motrices de 115 chevaux, en passant même par une version mazoutée, plutôt confidentielle d'ailleurs. Au final, la Prisma aura séduit 386 932 clients amateurs de Dolce Vita. Un bon ratio au vu d'une carrière en somme toute assez courte au vu des années de production de sa sœur la Delta. En effet, la Prisma apparue en 1982 voit sa carrière s'éteindre dès 1989, et malheureusement pour elle, elle tombe dans l'oubli par la même occasion, ses mémoires ayant été avalées par l'imposante aura de sa sœur. On l'a déjà dit, elle a été dessinée par le grand Giugiaro, et apparemment pour ce faire il n'a pas lâché son équerre et sa règle. Amateur de cubisme, soyez le bienvenu. Commençons par le profil, et vous êtes sans doute familier, et c'est normal car c'est ici que la filiation avec la Delta apparaît le plus. Imaginez une Delta, collez-lui une malle au cul et vous y êtes. Mais trêve de comparaison aujourd'hui, car c'est le quart d'heure de gloire de la Prisma, et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa ligne a pris un sacré coup de vieux. Elle a un CX de boîte à chaussures et est totalement datée. Et vous savez quoi? Bah en fait c'est tant mieux parce que ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on cherche dans une ancienne. Et si ce n'est les arches de roue, tout est carré pour notre plus grand plaisir. La caisse est ceinturée en 3 niveaux, et le bas de caisse monogrammé 1600, en plus des tours d'aile élargies, ajoute une touche sportive, mais non ostentatoire. De plus, pour le côté luxe, les entourages de vitres et les poignées de porte sont chromés, en plus d'un joli liseré qui entoure la caisse. Malheureusement, aucune baguette de protection en vue, et avec un flanc bombé sur la longueur, ça la rend du coup vite vulnérable aux coups de portière du voisin dépressif et résigné qui roule en immonde Renault Zoé. La face avant, elle nous rappelle légèrement la Delta, mais a tout de même sa propre personnalité. Elle perd ici en agressivité ce qu'elle gagne en luxe et dispose d'un pare-choc équipé d'un large bandeau de protection qui met à l'abri les optiques en cas de léger choc. Pour la petite touche sportive, il faudra repasser, Ici, l'ambiance, c'est plutôt chic et robe de soirée que de sport et jogging. Et ce, malgré des longues portées qui apportent une touche suggestive à l'ensemble. Et c'est en fin de compte à l'arrière que ça pêche un peu, c'est bien équilibré, c'est discret, mais regardez bien. Pour peu, on la confondrait presque avec la Renault Médaillon. Et non pas que je n'aime pas la R21, loin de là, mais j'ai toujours plus ou moins trouvé ce dessin trop industriel et manquant un peu d'âme.
Et c'est donc logiquement que je pense la même chose du cul de notre italienne. Qu'à cela ne tienne, les monogrammes indiquent ici Lancia Prisma Symbol. Et donc à mon avis, le mobilier rattrapera aisément le tir. Première impression, ça a l'air très grand. Les surfaces vitrées inondent l'habitacle de lumière et c'est tant mieux. Ça nous permet de profiter d'une atypique mais néanmoins magnifique sellerie en alcantara vert. Deuxième impression, en fin de compte, et ce, contrairement aux perfides rumeurs sur les italiennes, la finition perçue visuellement est ici de très bonne facture. Certes, quelques fils sont visibles et quelques vis apparaissent, mais les matériaux et autres plastiques semblent résister aux affres du temps, et le tout a l'air solidement assemblé. Et troisième impression une fois dedans, bon sang que c'est confortable. Mon séant est enveloppé dans un siège à la fois ferme et moelleux, qui m'enveloppe de toutes parts, et ce malgré un maintien précaire. Quel bonheur pour les lombaires fragiles. Pour les passagers, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, ils seront tout aussi bien traités. À l'arrière, de la place pour les grandes jambes, un accoudoir et des cendriers doubles pour fumer le cigare. Et à l'avant, même combat. La planche de bord est-elle plutôt atypique et il est possible de foutre à peu près tout et n'importe quoi dessus. Cela dit, c'est vraiment pas sûr que tout puisse tenir au premier virage. Passons désormais au poste de pilotage. Nous sommes dans une italienne après tout et la magie se passe avant toute chose au volant. Et aux pédales surtout. Rien qu'à voir ce pédalier avec la pédale de frein tournée vers l'accélérateur et l'accélérateur lui-même allongé sur sa partie basse ne laisse que peu de place au doute. L'agrément de conduite était sûrement au cahier des charges. Je trouve juste un chouïa dommage que le poste en soi soit si gris. Du plastique à tous les niveaux, aucun insert en chrome ou en bois nous rappelle qu'on roule dans une voiture bourgeoise. Tant pis, au moins elle se rattrape avec une ergonomie en somme toute correcte, malgré quelques commandes trop basses sur la console, comme le chauffage par exemple. Mais elle corrige vite le tir sur l'information, des voyants pour tout, des manos qui remplissent le combiné d'instrumentation et des compteurs lisibles. C'est agréable de voir ce sapin de Noël s'illuminer, et avouez-le, quand on met le contact, ça a quand même de la gueule. Et pour peu, on pourrait presque se prendre pour un pilote de ligne. Mais bon, vu que je dois aussi lui trouver des défauts, pour chipoter, je peux vous dire que je regrette un poil l'absence d'un mano de pression ou de température d'huile, à la place de l'inutile témoin de charge, surtout avec un moteur de caractère comme l'est le Lampredi 1600. C'est pardonnable quand on sait qu'elle était vendue dans le réseau comme une routière compacte et non comme une sportive, mais ça reste vraiment dommage. Pour terminer sur l'intérieur, sachez que sous la malle arrière, il y a un immense coffre au seuil de chargement correct qui permet de remplir le frigo pour le mois sans faire d'aller-retour au mammouth du coin. Avis aux amateurs. Précédemment, je vous parlais de magie, il me semble. Eh bien, tada! Et voilà comment ensorceler tout amateur de mécanique avec un 4 cylindres. Car oui, la Sage Prisma embarque un moteur fougueux. Le moteur Lampredi double arbre nourri par injection abrite ici une écurie de 108 canassons galopants à 5900 tours minute et un couple maximal de 134 Nm à 3500 tours minute. Un bouilleur largement suffisant pour faire décoller les 970 kg de cette berline 4 portes, car en effet, elle abat le 0 à 100 en 10 secondes et atteint tout de même les 186 km/h chrono en vitesse de pointe. Ça promet. Mais le plus saisissant reste sa sonorité. Et pour faire chanter ce moteur, quoi de mieux qu'une belle route de campagne? Avant de commencer l'essai, écoutez ça. Je n'ai pas encore passé la première que je me régale déjà. La sonorité caverneuse du moteur qui se réveille tout doucement est un pur régal. Sérieux, en ce qui me concerne, il justifie à lui seul l'achat de cette auto. En balade, première chose qui me frappe, c'est la commande de boîte. À l'engagement de la première, on s'aperçoit que la grille est de travers. Ça ne gêne pas plus que ça au final, ne vous en faites pas. La suspension est douce et avenante, et l'étagement de la boîte est en somme toute assez court, ce qui peut gêner les amateurs d'autoroute car le moteur envahit plus ou moins l'habitacle passé les 3500 tours minute. La direction est elle extrêmement douce, mais cela dit le rayon de braquage est un peu trop grand, ce qui peut gêner pour les manœuvres et autres demi-tours impromptus. En gros, la Prisma est une savoureuse routière qui se mène réellement sans appréhension. Le tout en offrant un réel plaisir à son conducteur.
Cela dit, si on hausse le rythme, elle nous offre quoi? Bien, c'est assez évident je pense. Encore plus de plaisir. Niveau moteur, c'est un petit peu creux sous les 2000 tours minute honnêtement, mais c'est un cap très rapidement passé, et à partir de 3500 tours minute, la fusée décolle dans un concert mécanique de haut vol. Ça tire et ça tire jusqu'à 6000 tours minute sans ne jamais s'essouffler. Les reprises sont instantanées et la plage d'utilisation permet de faire mumuse sur tous les terrains, surtout celui des petits enchaînements de virages. Et à chaque passage de rapport, ça reprend avec une volonté plus que certaine. Envoyer l'aiguille dans la boîte à gants risque de devenir une véritable addiction entre la sonorité et les sensations. Donc, gare à votre permis. La boîte, plutôt courte, participe à cette sensation de réactivité instantanée. L'étagement est véritablement optimal pour qui aime emprunter le réseau secondaire et la commande de boîte est très précise. Elle propose des débattements en somme toute assez corrects et est ferme comme on l'aime. Le seul hic à ce niveau, c'est le manque de franchise à l'engagement, ce qui peut être un peu gênant, surtout à un rythme élevé. Mais la commande reste néanmoins instinctive, réactive et rapide, ce qui participe largement au plaisir. Niveau châssis, c'est là aussi une bonne surprise. La suspension molle de prime abord n'empêche pas d'être efficace. Une fois posée sur ses appuis suite à un roulis correct et plutôt progressif, la voiture ne s'avère pas être dangereuse pour un sou. Elle absorbe remarquablement bien les irrégularités de la route et le train avant, bien qu'un peu sous-vireur à la limite, se laisse guider simplement, malgré une direction un peu trop démultipliée. Le train arrière, lui, se contente de suivre le plus simplement du monde le mouvement de la caisse. Il ne sautille absolument pas et le tout se passe dans un calme absolu. Bref, pas de quoi s'enrouler autour d'un platane et c'est tant mieux. Cerise sur le panettone, la puissance passe plutôt bien au sol, en tout cas sur sol sec, et permet des décollages instantanés sur fond de première, chose encore rare sur une traction du début des années 80. Cela dit, trêve d'éloge. Revenons un instant sur la direction. Pour moi, c'est le point noir, du moins en conduite sportive, sur cette auto. Si son confort et sa douceur sont un réel régal en balade, en conduite soutenue, elle est un peu plus problématique. En cause, un très léger manque de précision dû à l'assistance d'une part, mais surtout car elle ne communique absolument rien de ce qui se passe au sol. C'est certes confortable de ne pas avoir les avant-bras qui remuent, et des rappels violents de cerceau quand on redresse. Mais du coup, on ne sait pas réellement ce que les roues font, ni même ce qu'elles touchent. Dommage. Mais en même temps, rappelons-le encore une fois, la Prisma n'était pas faite pour. Et cette direction, accouplée au maintien très précaire des sièges, nous le rappelle à absolument chaque virage. Mais honnêtement, le seul véritable point noir sur cette voiture, en mon sens, c'est le freinage. Non pas qu'il soit scandaleusement inefficace, au contraire. Elle freine relativement bien la quasi-tonne de la voiture et le nez ne plonge que légèrement. Mais, avouons-le, le souci c'est que la pédale est super spongieuse et que les freins manquent clairement d'énergie et de mordant à l'attaque. En fin de compte, c'est les freins qui datent le plus cette berline italienne. Et quelque part, c'est plutôt ironique quand on pense que c'était le point fort de la voiture à l'époque. J'ai pas fait gaffe. En résumé, ce que je peux vous dire sur cette Lancia, c'est que tous les vieux clichés sur les voitures Rital des années 80 ne tiennent absolument pas ici. Et sincèrement, j'ai été très surpris par l'étonnante modernité de la voiture en fin de compte. Elle tient le pavé, propose un comportement plutôt précis et un agrément de qualité en plus d'être fiable. En effet, je ne mens pas, les faits sont là. Son propriétaire a fait 900 km de hier dans le Var jusqu'à chez nous en région parisienne pour nous le prouver d'ailleurs. Donc oui, quelques caprices électriques persistent ici et là, oui, elle n'aime pas les bas régimes, oui, elle peut consommer plus de samplon qu'un redneck boufferait de steak dans un resto grill, à peu près entre 8 et 15 litres au 100 d'après les différents témoignages. Mais honnêtement, le son du moteur, la forme archi-cubique certifiée années 80 totalement décalée aujourd'hui, la rareté de l'auto, l'ambiance intérieure, le luxe et les performances valent largement 2 ou 3 caprices, qui n'empêchent de plus absolument pas de rouler.
Ajoutez à ça que la Prisma est encore largement accessible, totalement oubliée à cause de l'illustre Delta. Elle propose une expérience typique de ce que l'ancien a pu être, et s'offrir un morceau d'histoire d'une marque qui agonise à un prix d'amis, c'est quand même bien sympa. Cela dit, armez-vous de patience, car elle est très rare chez nous. Au moment où j'écris ces lignes, il n'y en a que 4 à vendre dans tout l'Hexagone, dont une seule 1,6 litre comme celle de notre essai. Mais sachez en tout cas qu'elle vaut vraiment le coup. En tout cas, un grand merci à Vincent pour le prêt de sa sublime Lancia Prisma 1600 symbole, dénommée Julia. Bon bah les petits garagistes, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que l'essai de cette Lancia Prisma 1600 vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à mettre des likes. Bonne route à tous et à très bientôt. Ciao ciao. Yeah.